L'impact sourd de la vigne sèche sur le dos humain était un son aussi familier pour le camp romain que le cliquetis des épées ou le hennissement des chevaux. Ce son ne signifiait pas la torture d'un prisonnier ou la punition d'un criminel. C'était une routine quotidienne, l'éducation d'une volonté de fer qui, en quelques siècles, mettrait à genoux toute la Méditerranée. Vous n'entendez pas de simples coups, mais le fonctionnement d'un mécanisme psychologique extrêmement complexe qui transformait de simples fermiers italiens en machines à tuer impitoyables. Mais qu'est-ce qui forçait des dizaines de milliers d'hommes armés à supporter les humiliations d'une poignée de commandants qu'ils auraient pu massacrer en une seule nuit? La réponse à cette question réside non pas dans la peur de la douleur, mais dans un détail d'équipement presque mystique que nous oublions souvent en regardant les armures brillantes dans les musées. À la base de ce système se trouvait une philosophie cruelle que les auteurs antiques attribuaient déjà aux Spartiates, mais c'est Rome qui l'a portée à la perfection. Les soldats devaient craindre leur commandant bien plus que l'ennemi. L'historien grec Polybe, décrivant l'organisation de l'armée romaine, notait avec une précision froide que la discipline de la Légion reposait sur l'inéluctabilité de la punition. Ce n'était pas du sadisme, c'était un calcul froid. Si la peur de l'officier l'emporte sur la peur de la mort, le soldat ne fuira jamais le champ de bataille. Le symbole de cette autorité absolue n'était ni l'épée ni le poignard, mais un bâton tordu et noueux d'environ 1 mètre de haut. Cet instrument de persuasion corporelle et ses insignes de distinction s'appelait le vitis. Le légionnaire pouvait ne pas voir le visage de son général pendant des années, mais il connaissait le vitis de son commandant jusqu'à la moindre craquelure, car il le sentait souvent sur ses épaules. L'historien Tacite nous a conservé le nom d'un centurion surnommé « Donne-m'en une autre ». Cet officier devint célèbre pour avoir cassé son sarment sur le dos du soldat fautif et exigeait aussitôt à haute voix qu'on lui en apporte une nouvelle, puis encore une autre. Le vitis aux mains du centurion était plus terrible que la lance ennemie, car on pouvait esquiver la lance, mais il n'y avait pas d'échappatoire au sarment du commandant. Cependant, la douleur physique n'était que la couche extérieure, car les véritables chaînes étaient mises sur l'esprit de la recrue bien avant la première marche. Quand le jeune Romain entrait dans la Légion, il passait par un rituel qui le coupait à jamais de la vie civile. Cette obligation sacrée qui transformait l'homme en propriété des dieux et des commandants s'appelait le sacramentum. Initialement, ce mot désignait un gage dans un litige judiciaire qui était déposé au temple, mais dans l'armée, il devint un serment de fidélité jusqu'à la mort. Dionysius d'Halicarnasse écrivait qu'après avoir prononcé ces mots, le légionnaire perdait de fait son statut de citoyen libre et passait sous l'autorité totale et illimitée du commandant. Le sacramentum n'interdisait pas seulement la désertion. Il donnait au commandant le droit de disposer de la vie d'un subordonné sans procès ni jugement. Imaginez, des milliers de gorges, criant les mots du serment dans un élan unanime sous le soleil brûlant de l'Italie. À partir de ce moment, leur vie valait exactement l'utilité qu'ils pouvaient apporter à la Légion. Si un détachement entier faisait preuve de lâcheté, la punition était distribuée par un tirage au sort aveugle, transformant les compagnons d'armes en bourreaux. Cette méthode de responsabilité collective est connue de tous, mais peu réalisent toute l'horreur de son exécution. L'exécution d'un homme sur 10 par tirage au sort s'appelait la décimation. Polybe décrit en détail ce processus où les 90% survivants étaient obligés de lapider ou de battre à coups de bâton leurs malchanceux compagnons avec qui ils avaient partagé le pain la veille encore. Cela créait une terrible caution solidaire, où chaque soldat surveillait la bravoure de son voisin avec plus d'acuité que n'importe quel officier. Mais avant qu'un soldat ne soit confronté à la menace de la décimation ou à l'épée ennemie, il devait traverser l'enfer de la préparation, qui brisait les faibles avant même de quitter la caserne.
La place d'entraînement de la Légion ne ressemblait pas à une école d'arts martiaux, mais plutôt à un bagne, où l'air était épais de poussière et d'odeur de peau en sueur. Ici, sous le soleil ardent, les recrues comprenaient rapidement que la vraie guerre leur paraîtrait un repos comparé à l'entraînement. Leurs mains s'alourdissaient comme du plomb, et leurs paumes se pelaient jusqu'au sang, mais les centurions ne leur accordaient pas une seconde de répit, les forçant à frapper coup après coup un mannequin de bois silencieux. Le théoricien militaire Végès indiquait dans ses écrits que les armes d'entraînement étaient intentionnellement rendues 2 fois plus lourdes que les armes de guerre, afin que la véritable épée semble aussi légère qu'une plume au combat. Ce poteau de bois silencieux, planté dans le sol à hauteur d'homme, était l'ennemi principal du soldat pendant des mois. Et il s'appelait le palus. La recrue était obligée d'attaquer ce poteau avec la même rage qu'il aurait utilisée contre un barbare, ne visant que les points vitaux, le visage, la gorge ou l'aine. Le palus ne ripostait pas, mais il exigeait une technique parfaite. Si le légionnaire s'ouvrait en frappant ou ne frappait pas assez fort, le sifflement du vitis du centurion lui rappelait immédiatement son erreur, par une douleur cuisante sur le dos. Quand les mains s'habituaient à la lourdeur de l'arme, c'était au tour des jambes et du dos de tester la limite de l'endurance humaine. L'armée romaine ne triomphait pas tant par ses épées que par ses jambes, et la capacité de parcourir une distance immense et d'entrer immédiatement en combat était leur principal atout stratégique. Joseph énumérait méticuleusement le contenu du pactage du soldat. Outre l'armure et les armes, chacun portait une scie, un panier pour la terre, une hache, une chaîne, une sangle et des provisions pour 3 jours. Ce fardeau monstrueux, dont le poids dépassait souvent 30 kg, était fixé sur un poteau spécial et s'appelait la sarcina. Sous une telle charge, les légionnaires, surnommés ironiquement par le peuple les mulets de Marius, étaient obligés d'effectuer des marches forcées de 30 km en seulement 5 heures. La sarcina transformait l'homme en bête de somme, mais c'est précisément ce qui permettait à la Légion d'être autonome et de ne pas dépendre des convois lents qui pouvaient prendre du retard ou devenir la proie de l'ennemi. L'épreuve la plus terrible attendait les soldats à la fin de la marche épuisante, lorsque le soleil déclinait déjà et que le corps implorait le repos. Au lieu d'une halte, les hommes exténués prenaient des pelles et des pioches, car aucun chef militaire romain n'aurait permis à l'armée de dormir sans une protection fiable. Polybe admirait la précision mathématique avec laquelle les légionnaires érigeaient chaque soir un camp fortifié, dont la disposition ne différait en rien d'une véritable ville. Ce fossé profond, encerclant le camp sur tout son périmètre et servant de première ligne de défense, s'appelait la fossa. La terre extraite du fossé était rejetée vers l'intérieur, formant un rempart sur lequel on installait une palissade. Et malheur aux soldats dont la section de travail se révélait insuffisamment profonde ou tordue. La fossa était la frontière entre la civilisation de l'ordre et le chaos de la nature sauvage. Une ligne que l'ennemi ne devait pas franchir, pendant que la Légion reprenait des forces pour le lendemain. Mais un jour, les marches d'entraînement prenaient fin, et les terres réelles de l'ennemi apparaissaient à l'horizon, où chaque erreur de préparation coûtait désormais non pas un coup de bâton, mais la vie. Le son aigu et perçant d'une trompette de cuivre déchirait le silence d'avant l'aube, et le camp endormi se transformait instantanément en une fourmilière dérangée. Ce n'était pas un chaos de réveil, mais une chorégraphie bien rodée. En quelques minutes, des milliers de tentes en cuir étaient repliées, et l'immense ville, qui n'avait existé qu'une nuit, disparaissait sans laisser de traces, ne laissant derrière elle que la terre piétinée. Joseph décrivait ce moment avec admiration, notant que les Romains quittaient le campement dans un silence complet, sans prononcer un mot.
jusqu'à ce que le troisième signal de trompette retentisse, signifiant le début du mouvement. Quand l'armée de plusieurs milliers d'hommes s'étirait sur la route, elle ressemblait moins à un groupe de personnes qu'à un serpent d'acier gigantesque dont les écailles scintillaient au soleil. Cette forteresse vivante et mobile, capable de se réorganiser pour le combat à tout moment, s'appelait l'ajagement. Pour un observateur non préparé, cela ressemblait à un flux incessant de soldats. Mais à l'intérieur de l'Agma, une hiérarchie stricte régnait. Les éclaireurs marchaient en tête, suivis par la cavalerie d'élite, et seulement ensuite l'infanterie lourde, protégeant ce qui était le plus précieux et le plus vulnérable. Le cœur de cette colonne, que les légionnaires protégeaient avec plus de ferveur que leur propre vie, n'était ni le commandant ni le trésor, mais une longue hampe ornée d'une image d'aigle d'or ou d'une main ouverte. Cet étendard sacré, qui servait d'âme à l'unité et de point de repère dans la mêlée de la bataille, s'appelait le signum. Perdre le signum était considéré comme une honte indélébile, qui pouvait entraîner la dissolution de toute la Légion. C'est pourquoi les porte-étendards étaient des hommes d'une bravoure désespérée. Jules César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, décrivait le cas où l'enseigne de la 10e Légion fut le premier à sauter dans l'eau au large des côtes de la Bretagne, forçant les autres soldats à le suivre par peur de laisser la relique aux mains de l'ennemi. Mais marcher en territoire ami est une chose, et entrer sur les terres des barbares changeait la structure même de l'air que respiraient les soldats. La poussière soulevée par des milliers de sandales s'accumulait dans le nez et la gorge, et les casques de fer chauffaient au soleil, transformant les têtes en fours. Le réseau routier romain, merveille d'ingénierie, s'arrêtait souvent à la frontière de la civilisation, et au-delà commençait l'enfer vert, les forêts germaniques épaisses ou les marais gaulois visqueux. Ici, parmi les arbres séculaires, l'ordre bien rangé de l'agman était perturbé, et chaque pas était une lutte contre la nature elle-même. Le légionnaire, habitué à l'espace ouvert où il pouvait voir l'épaule de son camarade, se retrouvait soudain dans une pénombre verte où la mort pouvait se cacher derrière chaque buisson. Tacite, décrivant les campagnes de Germanicus, transmet cette terreur poisseuse de l'inconnu. L'ennemi était invisible, immatériel et omniprésent. Les branches fouettaient les visages, les racines s'accrochaient aux pieds, et le lourd bagage tirait vers le sol, rendant le guerrier maladroit et vulnérable. C'est à ce moment précis, lorsque la fatigue physique atteignait son apogée et que les nerfs étaient tendus comme des cordes d'arc, que la discipline passait son test principal. Les soldats savaient. Si la colonne s'étirait ou s'arrêtait sans ordre, il deviendrait une proie. Les officiers, vitis à la main, couraient le long de la formation, stimulant sans pitié les retardataires, car un seul soldat lent pouvait perdre toute la légion. Et soudain, à travers la respiration lourde de milliers d'hommes et le grincement des charrettes, parvint un son qui glaça le sang dans les veines. Non pas le rugissement habituel de la trompette, mais un hurlement sauvage et guttural, provenant de toutes les directions de l'épaisseur de la forêt. Le rugissement sauvage et bestial des barbares sembla étouffer le ciel lui-même lorsque l'avalanche de corps s'abattit sur la formation romaine. À cet instant, où l'instinct de survie crie à l'homme de fuir, le mécanisme même, mis en place par des années de drill cruel et la peur du bâton de l'officier, se déclencha. Au lieu de la panique, la Légion répondit par le seul son qui était plus terrifiant que les cris des assaillants. Le sifflement sec et synchronisé de milliers de javelots lourds, lancés une seconde avant la collision. Jules César, dans ses commentaires, décrivait avec une précision d'ingénieur comment le fer mou de la pointe était spécialement trempé uniquement à l'extrémité, afin que la hampe se plie en atteignant la cible. Cette arme mortelle, privant l'ennemi de défense avant même le premier coup d'épée, s'appelait le pilum.
Tels des milliers de doigts de fer, les pilas transperçaient les boucliers barbares et se pliaient, les enchevêtrant irrémédiablement ou traînant au sol, transformant le principal moyen de protection de l'ennemi en une charge inutile et lourde. Imaginez un homme dont les mains sont soudain menottées en pleine bagarre. C'est dans cet état que les barbares percutaient le mur de boucliers romains. L'impact de la masse vivante contre la ligne de la Légion était monstrueux. Mais la ligne romaine ne pliait pas, car chaque soldat en son sein s'était transformé en un piston vivant. Les historiens antiques notaient que les légionnaires utilisaient leurs boucliers non seulement pour se protéger, mais aussi comme une arme contondante, frappant de toute la masse corporelle le visage ou la poitrine de l'adversaire. La bosse métallique centrale sur le bouclier, capable de briser les os du crâne ou la cage thoracique lors d'un coup puissant, s'appelait lumbo. C'était un coup de poing américain cruel de la taille d'un plat, qui assommait l'ennemi, lui coupant le souffle un instant avant le coup fatal. C'est dans cette promiscuité sanglante, où les hommes se tenaient si près qu'ils sentaient l'haleine de l'ennemi, que l'avantage de la tactique romaine se manifestait. Tandis que les barbares tentaient de brandir leurs longues épées, ce pourquoi il n'y avait tout simplement pas de place dans la mêlée du combat, les légionnaires travaillaient avec des mouvements courts et économes. Végès, l'auteur du principal manuel militaire de l'Empire, répétait avec insistance « Le coup de taille ne fait que blesser, tandis que le coup d'estoc tue, car il suffit que l'acier pénètre le corps de seulement 5 centimètres pour entraîner la mort. » Cette épée courte à large lame, l'outil idéal pour un meurtre chirurgical dans l'étroitesse, s'appelait le gladius. Dans les mains d'un soldat expérimenté, il bougeait comme la langue d'un serpent venimeux, jaillissant derrière le bouclier et frappant les zones exposées, l'aine, le ventre ou la gorge, transformant la première ligne de l'armée ennemie en abattoir. Mais même dans ce carnage, la peur pouvait s'emparer du cœur du soldat. Et si quelqu'un décidait de faire un pas en arrière, toute la ligne s'effondrerait comme un château de cartes. Pour éviter cela, derrière chaque centurie se tenait un homme dont le rôle était peut-être le plus sinistre de toute la bataille. Si le centurion menait les hommes vers l'avant, combattant en première ligne et mourant souvent le premier, cet officier veillait à ce que personne n'ose reculer. Son poste, signifiant littéralement « assistant choisi », s'appelait l'optio. Avec une longue perche à la main, il se tenait derrière les combattants, prêt à briser le crâne de tout Romain qui fléchissait, devenant pour ses soldats un mur plus insurmontable que les hordes ennemies. L'optoma était l'incarnation vivante de ce dilemme. Devant vous, une mort possible par l'épée barbare, mais derrière, une mort garantie par la main de votre propre commandant. Coincés entre le marteau de l'ennemi et l'enclume de la discipline, les soldats commençaient à repousser l'adversaire avec la rage des condamnés. Lorsque le commandant voyait que la pression ennemie commençait à faiblir, il donnait le signal d'une manœuvre qui devait déchirer le front de l'ennemi en deux. Cette technique tactique, où l'infanterie se réorganisait en forme de triangle aigu pour percer la formation ennemie, s'appelait le cuneus, ou tête de sanglier. Tel un gigantesque coin blindé, la Légion s'enfonçait dans la foule des barbares, brisant leur unité et transformant une armée organisée en un tas d'individus effrayés. La formation ennemie craquait, et ce qui avait commencé comme une bataille se transformait instantanément en un massacre chaotique, où le vainqueur prend tout et le vaincu paie en sang pour chaque mètre de fuite. Lorsque le dernier écho de la bataille s'éteignait, remplacé par les gémissements des blessés et le croassement des corbeaux, le champ de bataille révélait une image qui expliquait mieux que tout le sens de la cruelle discipline romaine. Ce n'était pas seulement une victoire, mais une annihilation calculée avec une précision mathématique. L'historien romain Tacite, décrivant la défaite de la révolte de Boudica, cite des chiffres qui semblent fantastiques à l'homme moderne.
80 000 Bretons tués contre seulement 400 Romains morts. Ce ratio de perte, 200 contre 1, était le résultat direct de cette même peur du bâton de l'officier qui forçait les soldats à maintenir la formation lorsque les instincts criaient à la fuite. À ce moment, debout jusqu'aux chevilles dans la boue sanglante, les légionnaires accomplissaient un rituel qui transformait leur commandant d'un simple chef en un demi-dieu. Élevant leurs épées ensanglantées vers le ciel, des milliers de gorges criaient d'un seul élan un mot qui deviendrait plus tard un titre de monarque, mais qui avait initialement une signification tout autre. Ce titre honorifique, donné au général victorieux directement sur le champ de bataille par les soldats eux-mêmes, s'appelait Imperator. Dans la Rome républicaine, cela signifiait que le général possédait l'imperium, le pouvoir militaire suprême, ayant prouvé son efficacité, et qu'il avait désormais le droit de prétendre au triomphe dans la capitale. Mais pendant que le général rêvait de la couronne de laurier, le soldat s'intéressait à quelque chose de plus terre-à-terre, car après le carnage, commençait la récolte de la guerre. Même ici, au milieu des montagnes de cadavres et des ornements en or des barbares vaincus, régnait un ordre de fer, décrit par Polybe. Personne n'osait mettre une seule pièce de monnaie dans sa poche avant qu'un ordre spécial ne soit donné. Tout le butin capturé était amassé en un tas gigantesque au centre du camp, où des officiers spéciaux inventoriaient chaque coupe et chaque épée. Ce butin, qui comprenait des armes, des bijoux et même des prisonniers qui deviendraient bientôt esclaves, s'appelait la spolia. La violation des règles de partage de la spolia était punie de mort, car les Romains savaient qu'une armée prise par le pillage devenait vulnérable à une contre-attaque. Ce n'est qu'après un décompte minutieux et la déduction de la part du trésor public et des dieux que le reste était honnêtement partagé entre les légionnaires en fonction de leur rang, transformant les paysans pauvres de la veille en personnes aisées en une seule journée. Cependant, la principale récompense pour le survivant de ce carnage n'était ni l'or ni la gloire, mais ce qu'il attendait à la toute fin de son service. Si un soldat parvenait à survivre à 20 ou 25 ans de marche constante, de drill, de coups de vitis et de combats mortels, il obtenait un statut qui assurait sa subsistance jusqu'à la fin de ses jours. Cet acte final de libération du serment militaire, accompagné de la remise d'une somme d'argent importante ou d'une concession de terre, s'appelait la missio. Avec le document de retraite honorable, le vétéran recevait un lopin de terre, souvent dans le territoire même qu'il avait autrefois conquis, l'arrosant de son sang et de celui de l'ennemi. C'était la stratégie géniale de Rome. Les anciens soldats créaient des colonies qui servaient de point d'appui à l'Empire dans les terres barbares. Des villes comme Cologne, Vienne ou même Timgad en Afrique sont nées des camps de ces vétérans. Rétrospectivement, en regardant le chemin parcouru, le vieux soldat comprenait une terrible vérité. Cette même trique noueuse du centurion, qui brisait sa fierté sur la place d'armes, lui avait finalement sauvé la vie dans le chaos de la bataille. Les contusions sur son dos avaient guéri, et sa tête était restée sur ses épaules, contrairement aux têtes de ces barbares qui se battaient avec rage, mais sans discipline. Mais l'histoire de Rome n'est pas seulement une histoire de victoire. C'est une leçon sur ce qui se passe lorsque la peur disparaît et que le fer commence à rouiller. Des siècles passèrent, et le claquement sec et cinglant de la vigne sur le dos des soldats cessa de résonner sur les places d'armes, cédant la place au silence et au compromis. C'est précisément au moment où le légionnaire romain cessa de craindre son centurion plus que l'ennemi que le plus grand empire de l'histoire commença son déclin inexorable vers la ruine. Le théoricien militaire Végès, dans son célèbre traité, écrivait avec une amertume non dissimulée que les soldats tardifs étaient devenus trop délicats pour porter des armures lourdes, et suppliait les empereurs de les autoriser à combattre à la légère.
Le renoncement à la discipline de fer et au travail acharné les rendit une proie facile pour les archers goths et la cavalerie des Huns. Cette chute sert de rappel éternel que la grandeur de Rome ne reposait pas sur l'épaisseur des murs de pierre du Colisée, mais sur cette même colonne vertébrale invisible de la volonté, qui se brisait beaucoup plus facilement que la trique en bois de l'officier. Aujourd'hui, en parcourant les salles fraîches du British Museum ou du Louvre, vous pouvez voir les témoignages silencieux de cette époque, les stèles funéraires des centurions romains. Regardez attentivement ces bas-reliefs usés par le temps et vous remarquerez un détail étonnant qui parle plus fort que n'importe quel livre. Dans leurs mains, ces hommes austères serrent fièrement non pas l'épée avec laquelle ils tuaient les ennemis de l'Empire, mais cette même trique noueuse, le vitis, avec laquelle ils éduquaient leurs soldats. Cet instrument de punition, qu'ils emportèrent avec eux dans la tombe, est resté pour eux le symbole principal de l'honneur et du devoir accompli. Sur la célèbre pierre tombale du centurion Marcus Favonius Facilis à Colchester, il est représenté exactement ainsi. Calme, confiant, avec la sarment à la main, comme s'il était prêt à rétablir l'ordre parmi les ombres, dans l'au-delà. Mais l'esprit du centurion romain n'a pas disparu sans laisser de traces, dissous dans les siècles. Il a seulement changé de forme et de langue de commandement. Écoutez les cris furieux des instructeurs sur les bases d'entraînement des Marines modernes ou des forces spéciales d'élite. Ce système de rupture psychologique complète de la personnalité de la recrue afin de créer le guerrier idéal, où le collectif est placé au-dessus de l'individu, et l'héritage génétique direct des légions romaines. En 2000 ans, l'humanité n'a pas inventé de moyens plus efficaces pour forcer les hommes à marcher vers une mort certaine sur ordre que la formule même élaborée par les Romains. La peur de désobéir à un ordre doit être plus forte que l'instinct de conservation. Les fouilles archéologiques dans les forteresses le long du mur d'Adrien nous ont révélé une autre facette de ce phénomène, découvrant de nombreux autels dédiés non pas à Jupiter ou à Mars, mais à une divinité nommée Disciplina. Pour le soldat romain, ce n'était pas seulement un concept abstrait ou un ensemble de règles, mais un véritable culte religieux auquel on offrait des sacrifices. Il priait l'ordre strict comme une déesse vivante, comprenant que c'était elle, et non la chance aveugle, qui préservait leur vie au combat. Cette relation sacrée explique pourquoi le système a fonctionné pendant des siècles. La cruauté de l'officier avec son bâton n'était pas perçue comme du sadisme personnel ou de l'arbitraire, mais comme un rituel nécessaire au service d'une force supérieure, garantissant la survie de tout l'organisme de la Légion. Nous pouvons maintenant revenir au début et donner la réponse définitive à cette question troublante. Pourquoi les soldats romains craignaient-ils vraiment leurs officiers plus que les barbares les plus féroces? La réponse ne réside pas dans la douleur des coups, ni dans la peur de la mort. Ils craignaient le bâton du centurion parce que c'était la seule barrière séparant la civilisation du chaos. L'épée de l'ennemi ne pouvait tuer que le corps du soldat, mais l'absence de discipline tuait la légion elle-même, transformant une armée invincible en une foule de fuyards condamnés. Cette trique noueuse n'était pas un instrument de torture, mais un instrument d'amour cruel. L'amour du commandant pour son unité, qu'il manifestait en extirpant la faiblesse des hommes pour leur sauver la vie. Et maintenant que vous connaissez le prix que ces hommes ont payé pour créer le monde dans lequel nous vivons, il reste la question la plus inconfortable et personnelle. Si l'histoire faisait un tour complet en ce moment même, et que l'on vous remettait ce lourd bouclier, vous plaçant au premier rang, contre une vague hurlante et mortelle d'ennemis, auriez-vous le courage de rester immobile? Que reste-t-il en nous, êtres humains modernes, habitués au confort et à la sécurité, de cette volonté de faire des légionnaires romains? Ou ne sommes-nous capables que d'admirer leurs exploits à travers l'épaisse vitre des vitrines de musées, nous réjouissant secrètement de ne jamais avoir à entendre le sifflement du sarment du centurion au-dessus de nos têtes?
Peut-être que la réponse honnête à cette question définit la différence entre ceux qui sont capables de construire un empire et ceux qui ne font qu'observer sa chute.